Jean nous a regardé monsieur ça là, l'énervé. Vous comprenez ça que fait l'énervé? C'est parce que Jean le pays d'Haïti il ouais pays a dégringolé et puis les Jovenel étaient sous pouvoir, yo tout te mettait ensemble, l'aime dit yo tout là nous connait qui est yoye, qui te mettait ensemble pour détruire Jovenel. Alors yo pas de vle sous pouvoir même élection, yo pas de vle le fait. Donc j'en ai jodi an nous ouais, yo t'a demandé pour Jovenel aller pendant ce temps. Nous t'es dans la pluie. Qu'on y a c'est dans gros labou, dans gros bassin de l'eau, dans la mer nous tomber. Ça veut dire pays a dégringolé. Eh bien c'est une façon qui fait nerver, qui fait dit pas moyen bal Jovenel. Mais malheureusement Jovenel pas jamais tourner sur la terre encore. Demoiselle ça va regarder là mes amis, c'est une demoiselle alors yon bel moun nié oui. Alors nous pas dit ça, pas gen bel moun, pas gen laid moun, mais ou elles sont moun qui bien campé. Eh bien bâton levé, bâton couché dans mes gang, dans mes bandits. Ou quand ça fait ça, c'est parce que l'a viré ensemble avec nèg yo. Combien jeunes femmes nous pas connaît ka passer misère en bas mes moun sa yo? Est-ce que yo pas connaît yo ka perdu la vie yo nan yon clin d'œil? Est-ce que yo pas connaît ça? Pensez yo connaît ça, mais le plus souvent yo quitté bel pantalon, bel jeans, bel maillot, bel lace poté yo aller. Puis yo capable gen l'argent, yo pas travail, c'est l'argent facile yo besoin, yo quitte bagay ça au poté yo aller puis yo al risquer la vie yo. Même si ou te rete dans zone nan, mon cher gen des directions ouais zone ça prend plutôt retirer ko. Pour bandi dans zone nan parlement do remè pour yo parle adresse si toutefois ta remè tête ou. Mon cher demoiselle ça m'gen pression c'est parce que chef li pas là. Nèg qui a battre li a c'est service chef là l'a fait pense que si chef là était là yo te ka exécuter demoiselle là est-ce que et ou poko j'aime connaît s'il pas perdu la ville et combien jeunes femmes qui passaient par là nous pas connaît mais gen en pile jeunes femmes qui passaient par là en tout cas conseil moi pour une jeune femme pas quitter l'argent mais non pas quitter bay sa yo, est-ce que ça m'dou là ou pas travail, c'est l'argent facile non. Ou perdu la vie ou mal. Qu'aime vraiment fait mal pour demoiselle là qui passe misère en bas mais nèg yo oui, mais c'est parce qu'elle pas prend tête li. Ou pas ka di comme ça que c'est l'or été, c'est l'or non. Ou pas obligé fait dans une zone, ou pas obligé lever dans une zone pour être là-dedans. Si toutefois pas de vle a virer ensemble avec Jean de moun sa yo. En tout cas mes amis bagay la en pile. Photo ça n'a regardé là mes amis, c'est un jeune garçon qui à peine saute met di fait sous tête li. Ça que te gen avant, c'était pentet. Nous te connais histoire ça, eh bien on dirait bagay yo changé oui. Les beka vini kounya là, ou konta de moun nan tout comme ça, un tel gon poursuivre derrière li pentet li. Eh bien kounya là tout le monde qui a fait commentaire yo dit gen les jeunes garçons ça gen poursuivre d'elle eh bien là le fait beka sous tête li mette petit drapeau bleu rouge li bon côté petit valise li petit l'autre bagay li te gagné et puis li prend gaz li vide sous tête li il passe di fait c'est lui qui ka connaît qui ça fait ça parce que on dirait elle pas quitter mémo c'est après ou vinn joindre ka bagay yo en pile mes amis. Depuis hier information t'a fait quoi que Claude Joseph États-Unis sanctionné mais actuellement là mes amis Claude Joseph a taillé bandal États-Unis li pas sanctionné vraiment. Et nous connaissons Claude Joseph lui-même, ses candidats, il l'a préparé pour le président dans le pays d'Haïti, dans le parti ED. Et il y a un pile monde qui te bat bravo la contentement pour parti ça, parce que, yo dit comme ça que Jean yo ouais ti Claude, yo pensé que li ka fait un bagay pour pays. Mais, et jou passe yo là, saut gen on parler en pile qui fait, sous affaire 20 passeports, et
Claude Joseph t'a épinglé dans l'histoire là, malgré c'est pas li qui dans poste là, ok? Mais bagay yo parlé, nous tendez information ça yo mes amis. Donc, je dis là gen en pile monde cause ça. Yo, comme si m'ta dou, vin gen yon ti dessus tout petit de Claude Joseph, mais Claude Joseph en lui-même li dit comme ça que ça pas concerne il. Et message il voye matin fait connaître que c'est menti yo a fait sous lui. En tout cas, yo a barré de tout côté. Les li voye message là, li sensibiliser moun qui a accompagné lui, puis on t'a toujours accompagné, puis on t'a toujours campé bon côté. Est-ce que oui? Entendez pendant une minute comment elle t'a parlé. On dit nous pas camper. C'est pour ça nous-mêmes qui voyons petit papa nation, nous pas craponner devant sanction mouche blanc. C'est pas mouche blanc qui va le faire. Nous mettons ensemble avec un pouvoir de facto qui pas qu'à délivrer, qui est illégitime et impopulaire. C'est pas sanction mouche blanc qui va le faire. Merci. C'est pas sanction ou bien menace, sanction mouche blanc qui va le faire. Nous camper dans la bataille pour le peuple haïtien. Nous croyons que le peuple haïtien a mérité moun qui a courage, moun qui a bataille, moun qui a détermination. Bataille. Ambassadeur France dans le pays d'Haïti, qui c'est Monsieur Fabrice Maurice, eh bien, li parle, mes amis. Li expliquer des choses, et nous connaissons, te gen a fait 17 motos que pays la France te bay Haïti, ça te bay en pile problème, ça te fait en pile parler en pile. Nous connaissons qui niveau insécurité aille dans le pays d'Haïti, et puis pourtant la France bay Haïti 17 motos. Ça lui-même ou t'es senti ou indigné parce que nous-mêmes c'est pas moto nous besoin, c'est plutôt bon blindé qui capable résister en bas men gang yo. C'est ça nous besoin. Eh bien, ambassadeur a t'a fait un petit parler. Parler ça li fait li important pour tandel. L'or fin tandel ou même quitter un commentaire pour dire qui ça ou pensez. Entendez avec particulier. Le dernier don de la PNH reçu de la France, les 17 motos. Les 17 motos. Vous étiez très présent, ou encore l'ambassade de France était très populaire ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je sais que ce don a suscité des commentaires et même parfois une petite polémique au sein des réseaux sociaux. Mais je dois vous dire que cette polémique n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu injuste parce que pour plusieurs raisons. Et si vous me permettez de développer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette polémique un peu injuste, je le ferai volontiers. Je crois que d'abord, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ce don à la demande de la PNH. Je crois qu'il faut le rappeler que c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto. Absolument, c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto, en automobile, en différents équipements, et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Et donc ce que j'ai expliqué lorsque nous avons fait ce don, c'était que ce don faisait partie d'une première tranche, d'une série de dons que nous allions annoncer pendant toute l'année. Simplement, il se trouve que là, nous avons commencé non seulement par les motos, mais nous avons également commencé par l'inauguration d'une génératrice au commissariat de Port-au-Prince, qui est situé sur le Champ de Mars. Pourquoi nous avons fait le don d'une génératrice? Tout simplement parce que le commissariat de Port-au-Prince n'a plus l'électricité d'EDH. Et donc je crois que c'est un petit peu compliqué pour les policiers de préparer leur mission sans avoir d'énergie, sans pouvoir communiquer, sans pouvoir avoir un commissariat en état de marche sur le plan énergétique. Mais est-ce qu'ils vous ont dit au niveau de la PNH, est-ce qu'ils ont dit avoir besoin de 17 motos ou d'une dizaine de motos? Non, ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Simplement, il se trouve que là, nous devons faire des arbitrages au sein d'un certain nombre d'équipements qui nous ont demandé. Il y avait un don de 17 motos qui était immédiatement disponible. Nous avons fait ce don. Moi, je vois pas... Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, c'est que les critiques vont dans le sens que c'est un peu, je dirais, faible comme don, c'est moins de 20 000 $, ce qu'un particulier, par exemple, pour un particulier riche, un homme d'affaires haïtien pourrait faire ce don. Mais malheureusement, oui, mais attendez, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. La police haïtienne, elle est financée non pas par les particuliers riches, elle est financée par l'impôt. Elle est financée par l'impôt que doivent payer tous les Haïtiens. Le problème fondamental de la police haïtienne, c'est qu'elle est sous-financée.
Elle est sous-financée et donc elle est sous-équipée et elle est sous-dotée en ressources humaines et en ressources matérielles. Si vous regardez les statistiques internationales, vous constaterez que la police haïtienne présente la particularité d'être parmi les plus sous-dotées au monde. Et je ne parle pas de comparaison avec des pays développés comme la France, comme l'Europe, comme les États-Unis. Je parle de comparaison avec les pays voisins de Haïti, avec la République dominicaine, avec la Jamaïque. Moi, je vous invite à regarder les chiffres, j'invite tous les auditeurs à regarder les chiffres et de méditer ces chiffres et ensuite de réfléchir à la raison pour laquelle nous donnons des motos, ou nous donnons des automobiles, ou nous donnons des véhicules, ou nous donnons des génératrices, ou nous donnons aussi d'autres équipements sur lesquels je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont aussi secrètes. Oui, mais on va y arriver de toute façon, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que ces motos répondent aux normes? Est-ce que ces motos-là... Ces motos répondent aux normes qui nous ont été demandées par la police nationale haïtienne. Très bien. Donc c'est la police nationale haïtienne qui nous demande un certain nombre de véhicules, qu'ils soient des véhicules de motocyclettes ou des véhicules automobiles, et nous les donnons dans le cadre de notre coopération. Mais je voudrais quand même revenir sur le point central, parce que je crois qu'à chaque problème, il y a chaque solution ou chaque initiative de notre part répond à un diagnostic. Quel est notre diagnostic ? Et je me permets d'insister là-dessus parce que j'entends beaucoup de commentaires qui ne partagent pas ce diagnostic. Moi, je vais vous dire quel est notre diagnostic. Notre diagnostic, c'est que la PNH, aujourd'hui, souffre d'un problème capacitaire. Elle n'est tout simplement pas assez nombreuse et pas assez équipée pour faire face au crime organisé, aux gangsters et à l'ensemble des troubles à l'ordre public ici en Haïti et en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette analyse, qui est un problème capacitaire, nous le basons sur des éléments qui sont objectifs, des éléments chiffrés. Ces éléments chiffrés, quels sont-ils ? Moi, je me base par exemple sur ce qu'a dit la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Salvador, au dernier Conseil de sécurité, qui nous explique qu'il y a 13 000 policiers sur l'ensemble du pays. Mais ça, c'est un effectif théorique parce que ce sont les 13 000 policiers qui sont payés par le ministère des Finances. Et en fait, il y en a 9 000. Donc déjà, il y a un écart entre les policiers effectifs qui font des tâches policières et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser la question pour savoir pourquoi il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9 000. Ce chiffre de 9 000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1000 habitants. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international ? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme ? Quel est le chiffre en République dominicaine ? 3,1. Quel est le chiffre en Jamaïque ? 3,7. Donc nous sommes dans une situation où en Haïti, il y a 4 à 5 fois moins de policiers par habitant qu'en République dominicaine ou en Jamaïque. Donc les raisons de l'insécurité, elles sont là, elles sont fondamentalement là. Et ça nécessite quoi ? Ça nécessite un effort de tous pour refinancer. Vous savez, il y a un débat actuellement aux États-Unis sur le defunding de la police, des forces de sécurité. Le defunding, il est à Haïti et il est à Haïti depuis longtemps. Depuis longtemps, les Haïtiens ne payent pas assez pour leur sécurité. Tous collectivement. Ce n'est pas la faute de tel ou tel. Je ne jette pas la pierre sur tel ou tel. C'est aussi la faute de la communauté internationale. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Nous avons arrêté notre coopération avec la police pendant des années parce que nous pensions que les choses étaient réglées. Nous pensions que la MINUSTAH, nous pensions que les efforts nationaux avaient réglé le problème. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous réinvestissons ce dossier. Nous le réinvestissons avec des moyens qui sont croissants. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Est-ce que nous aimerions donner plus que 17 motos ? Oui, et nous allons le faire. Maintenant, parlons justement des véhicules attendus. Il y aura des blindés aussi, non ? Nous n'avons pas eu de demande de blindés de la part de la PNH. Ok, donc on aura des voitures de police ? Oui, il y aura des voitures de police. Nous allons continuer à investir en matière énergétique dans le domaine des génératrices parce qu'il y a un énorme déficit énergétique. On espère combien de voitures ? Là, nous allons faire un don d'une quinzaine de voitures supplémentaires dans quelques semaines que nous allons annoncer. Et nous allons continuer Moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous avons augmenté notre effort en matière de police de 10 fois par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière. Voilà. Et si nous dépensons notre argent rapidement, si nous arrivons à fournir ce que nous nous sommes engagés à fournir rapidement, eh bien, nous en aurons plus l'année prochaine. Voilà. Je présume, monsieur l'ambassadeur, que cette demande s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les gangs, contre l'insécurité. Est-ce que le gouvernement n'a pas demandé des armes, n'a pas demandé des munitions ? Sinon, pourquoi ? C'est-à-dire, non, je ne dis pas que le gouvernement ne souhaite pas avoir plus d'armes et de munitions. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses dans le cadre de ce point de coopération que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Là, en ce qui concerne cet argent, ce budget que nous avons, c'est un budget qui vient du ministère des Affaires étrangères, c'est un budget de coopération, et donc nous ne pouvons pas, sur ce budget, acheter des armes et des munitions. Mais ça ne veut pas dire que la police
haïtienne soit dans l'incapacité de le faire par elle-même. Après, si vous voulez, ce que nous allons fournir, ce sera autant d'argent qui pourra être consacré à l'achat d'armes et de munitions. Ça, c'est à la police nationale haïtienne de faire les arbitrages budgétaires qui lui conviendront pour acheter des équipements létaux. Mais encore une fois, et je reviens sur la question parce que je crois que je ne suis pas encore assez clair. Et votre question montre que je ne suis pas assez clair, donc je vais réexpliquer. Même si c'est clair pour moi, monsieur l'ambassadeur, mais ça doit être clair pour le public aussi. Vous pourrez donner 1000 fusils ou 1000 fusils mitrailleurs à la police. Si vous n'avez qu'un seul policier pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc, voilà, la question, le problème d'effectifs la question, se pose. et c'est une question, oui, bien sûr, c'est la question fondamentale. C'est parce que depuis des années, je dirais même peut-être depuis des décennies, depuis que la police existe, la police est sous-équipée par rapport aux besoins du pays. Et ça, on vous dira que la PNH est jeune. Ben, elle est jeune, elle a 30 ans. Avant, il y avait les forces armées. Donc, la police, elle est jeune, oui, bien sûr, mais le taux de pression fiscale aussi en Haïti, il est faible. Il est faible. Encore une fois, vous me dites, c'est d'ailleurs assez significatif, les Haïtiens aisés pourraient acheter 17 motos à la police. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Le problème, c'est qu'au contraire, ils louent les policiers pour leur sécurité privée. Nous, ce n'est pas notre conception de l'ordre public et de la sécurité publique. C'est une politique publique que nous voulons promouvoir ici en Haïti. Pas la sécurité pour les happy few, pas la sécurité pour certains, pour surveiller leur partie de tennis par exemple. Non, ça ce n'est pas notre politique. Notre politique, c'est que nous voulons reconstruire un État ici en Haïti, nous voulons aider Haïti à reconstruire un État. Ça passe par des politiques publiques, ça passe par de l'aide, ça passe par des dons, mais ça passe aussi par un effort haïtien pour prélever davantage d'impôts et pour financer prioritairement la sécurité publique dans ce pays. Et je reconnais et j'en suis très, très heureux qu'il y a eu un effort ces dernières années. Et là aussi, moi je me base sur des chiffres. Je crois qu'il faut se baser souvent sur les chiffres, sur les éléments objectifs avant de faire des commentaires. Je me base sur les chiffres et si on regarde les dotations budgétaires qui ont été faites par le gouvernement haïtien ces dernières années, eh bien, il y a un effort budgétaire significatif, très significatif. On est passé en 2020 de 11 milliards de gourdes pour la police à aujourd'hui 24. Voilà. Donc en gourdes, c'est multiplié par 2,5. Si on ramène ça en dollars, je tiens compte de l'objection que vous allez me faire. Entre-temps, la gourde s'est dépréciée, mais même si on rajoute ça, même si on convertit ça en dollars, il y a un effort significatif d'environ plus 50% en 3 ans. Est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que même avec l'effort actuel, nous sommes très largement en dessous des standards régionaux et internationaux. Mais c'est quand même un effort, et je le salue. Et je crois qu'il faut qu'il continue. Monsieur l'ambassadeur, la dernière fois que vous avez participé à l'émission, vous avez fait état de formation de la police nationale par des experts français. Aujourd'hui, où est-ce que l'on en est? On va continuer cet effort. Effectivement, l'année dernière, nous avions essentiellement consacré notre coopération à l'effort de formation. Et je crois que nous avons été parmi les seuls, avec peut-être nos partenaires américains, avec lesquels nous sommes en étroite coopération et en étroite coordination sur ce dossier, nous avons été les seuls à faire venir ici des experts, des policiers, sur le territoire haïtien. J'insiste bien sur cette question, sur le territoire haïtien, pour former leurs camarades haïtiens. Nous avons fait venir notamment des experts du RAID, de la police nationale, qui sont des experts en matière de lutte antiterroriste, en matière de guérilla urbaine, en matière de techniques d'intervention. Et donc c'est ce que nous avons fait. Notre effort a porté pour l'essentiel sur la formation des unités qui vont se battre contre les gangs. Nous pensons, parce que c'est ce qu'attendent les Haïtiens, c'est ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir des résultats pour tenir en respect et demain surmonter, combattre et défaire les gangs. Et donc nous donnons la priorité en termes de formation aux unités qui vont s'occuper de ce problème. Donc le SWAT, la BRI, le BLTS, les unités d'élite de la police que nous essayons de former à ces techniques d'intervention. Nous allons continuer cet effort cette année, nul doute. Ce n'est pas un effort que je peux annoncer, ce n'est pas un effort que je peux médiatiser, c'est un effort à bas bruit qui s'est fait depuis 1 an. Moi j'observe que sur certains théâtres, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats, je suis consterné. Et vous êtes satisfait Non, je ne suis pas satisfait parce que ce qui s'est passé hier
Ce qui s'est passé hier à Source Matelas, cette tragédie, la perte de ces 2 blindés, la mort de ce policier, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et évidemment, je suis absolument bouleversé par cette nouvelle. C'est un grave échec, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Il faut continuer, et ça veut dire simplement aux partenaires internationaux, ça envoie le message aux partenaires internationaux qu'il faut faire davantage. Et moi, j'appelle tous mes collègues, tous les partenaires internationaux d'Haïti à réinvestir le sujet de la sécurité parce que c'est le sujet majeur. Est-ce que la formation a duré combien de temps? 1 mois, 3 mois Non, les stages de formation sont des stages qui en général durent 15 jours pour un petit nombre de policiers. Vous ne pouvez pas, c'est faux de dire que vous pouvez former 500, 600, 700 policiers comme ça, de but en blanc, sans avoir les ressources humaines, sans avoir les ressources pour les équiper, pour les armer, pour les payer. Vous ne pouvez pas. La police nationale haïtienne n'a pas cette capacité de délivrer. Parce que c'est une petite police, c'est une jeune police, comme vous l'avez dit, c'est une police sous-financée, et donc nous devons nous adapter aux capacités d'absorption de cette police. Donc les experts viennent en général pour des périodes de 15 jours, elles forment une vingtaine, 25, 30 au maximum cadets, enfin ce ne sont pas des cadets d'ailleurs, ce sont des policiers expérimentés qui sont prélevés d'autres unités et qui sont formés aux techniques d'intervention contre les gangs, qui sont des techniques extrêmement précises, extrêmement pointues, et qui permettent aux policiers non seulement d'être efficaces, mais surtout de revenir, de revenir vivant. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Et moi, je tire mon chapeau aux policiers qui vont au feu, et qui risquent leur vie, comme nous l'avons vu hier, et qui parfois la perdent. Est-ce que vous seriez pour une enquête qui déterminerait les circonstances entourant ce drame à Source Matelas? Si oui, est-ce que, par exemple, vos experts ne pourraient pas, à la limite, accompagner les enquêteurs haïtiens? Non, moi je ne demande pas d'enquête. Moi, je demande surtout un retour d'expérience. Ça veut dire? Je demande un retour d'expérience. Je demande à ce qu'il y ait, de la part de la police, une étude pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi il y a eu cet échec. C'est tout. Un expert français, nous en avons un. Il y a un expert français, ça fait partie de notre coopération. Il y a un expert français qui est affecté à la police nationale haïtienne et qui s'y rend tous les jours et qui est le conseil du DGPNH. Voilà, comme il y a un conseil américain. Voilà. Donc nous avons un expert et je suis sûr que l'état-major de la PNH fournira à notre expert les éléments d'information qui expliqueront cet échec qui est intervenu hier. Avant de vous fermer, monsieur l'ambassadeur, cette première partie de l'émission, je m'en voudrais de ne pas vous demander votre opinion par rapport à ce qui se passe dans le pays ces derniers jours, le fameux mouvement BK, vous avez peut-être entendu parler. Absolument. Et aussi ce qui s'est passé en face du commissariat et du canapé vert, et la population qui s'est réveillée un beau petit matin et qui veut... Qui paraît même déterminé à dire non au grand banditisme et qui se mêle de la partie. Est-ce que l'ambassade de France qui accompagne, ou encore la France qui accompagne Haïti dans la lutte contre l'insécurité, a un mot à dire par rapport à cette situation aujourd'hui? Bien sûr. Non, moi je comprends parfaitement les réactions. Je comprends parfaitement les réactions de la population. Je comprends parfaitement l'exaspération, la peur, l'angoisse de la population. Je la comprends parfaitement parce que, évidemment, ce qui se passe depuis maintenant des mois, ce pic d'insécurité que connaît le pays, c'est intolérable. C'est intolérable et c'est parfaitement condamnable. Tous les rapports qui ont été faits par les organisations des droits de l'homme sur les différents massacres qui ont eu lieu ces derniers mois dans les quartiers, c'est parfaitement condamnable. Et nous l'avons condamné. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous coopérons avec la police pour combattre les gangs qui sont les auteurs de ces crimes abjects. Et donc je comprends la réaction de la population. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que la réponse, elle doit être républicaine. La réponse à ces crimes, elle doit être républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que, en définitive, la loi et la constitution haïtienne soient respectées. Et ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait une bonne articulation entre la police et la justice. La raison pour laquelle nous avons ces phénomènes, c'est aussi, pas uniquement, il y a l'exaspération de la population que je comprends, mais c'est aussi parce qu'il y a une mauvaise articulation entre la police et la justice. Nous avons fait un effort sur la police, mais je constate qu'en ce qui concerne la justice, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais chacun les connaît. Mais malheureusement, nous avons vu dans un certain nombre de cas dans le passé que cette bonne articulation entre la police et la justice, elle n'existait pas. Ou elle était, disons, perfectible, pour parler diplomatiquement. Et donc, nous appelons à une bonne articulation entre la police et la justice pour faire en sorte que cette réponse à l'insécurité, elle soit conforme à la loi. Que pensez-vous de l'exemple du Salvador dans la lutte contre les gangs armés?
Moi, je ne suis pas ambassadeur au Salvador. Votre opinion, monsieur l'ambassadeur? Je ne suis pas ambassadeur au Salvador. Moi, ce que j'observe, c'est qu'au Salvador, il y a des opinions qui sont variées sur les performances qui ont été obtenues par le pouvoir salvadorien dans ce qui concerne la lutte contre les gangs. Il y a disons, des analyses qui sont variées. Il y a des personnalités qui nous expliquent qu'il y a eu des grands succès, un grand succès qui a été fait, et puis il y en a d'autres qui nous expliquent que ce succès est un petit peu en trompe-l'œil. Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sur place, je ne peux pas trancher. Je ne peux pas trancher. Moi, ce que j'observe simplement, c'est qu'au Salvador, il semble qu'il y ait une priorité budgétaire, une priorité opérationnelle, une priorité en termes d'efficacité accordée à la police. Et moi, c'est ce que je demande pour Haïti. J'ai pas apporté les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure sur le Salvador. Moi, je vous ai apporté les chiffres sur la Jamaïque. Oui. Voilà. La Jamaïque, c'est pas un pays très loin d'Haïti. C'est un pays aussi qui a eu énormément de problèmes d'insécurité dans le passé. Notamment dans les années 70, on disait que c'était l'homme malade des Caraïbes. Vous vous souvenez ? Eh bien, aujourd'hui, en Jamaïque, tous les problèmes n'ont pas été réglés, bien entendu. Mais il y a un certain nombre d'accomplissements en matière de sécurité publique qui ont été effectués. Donc, je crois que c'est tout à fait possible. Vous n'allez pas me dire, monsieur l'ambassadeur, que vous n'êtes pas ambassadeur de la France en Ukraine ou bien ambassadeur de l'Ukraine, si je vous pose une question aussi sur l'Ukraine. On peut parler de l'Ukraine si vous le voulez, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à ajouter par rapport à la position française que vous connaissez. C'est par rapport à ce que vous venez de dire quand je vous ai posé la question sur l'exemple salvadorien. Non, mais vous savez, en ce qui concerne l'Ukraine, il y a deux manières d'envisager le problème. Je peux vous parler du conflit ukrainien aujourd'hui, mais je ne vous apprendrai rien que vous ne connaissiez déjà ou que connaissent déjà les auditeurs sur la position de la France, qui reste une position de soutien au peuple ukrainien et à l'État ukrainien pour lutter contre une guerre d'agression impérialiste. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc nous aidons l'Ukraine à exercer son droit à la légitime défense. Dans un mécanisme d'agression, l'agressé a le droit de se défendre et nous sommes en train de l'aider à se défendre. Voilà, à se défendre. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a le deuxième aspect qui est les commentaires que j'entends. Et notamment, ça faisait partie de la polémique que vous avez abordée en notre début d'entretien sur les motos. On me dit que vous faites beaucoup sur l'Ukraine, vous faites peu sur Haïti. Mais moi, je fais observer, c'est possible. Hein. Encore une fois, est-ce que nous sommes suffisants? Est-ce que nous avons fait suffisamment de choses vis-à-vis d'Haïti? Non. Moi, j'aimerais que nous fassions plus. Et je me bats tous les jours pour que nous fassions plus. Simplement, j'observe que nous faisons chaque année beaucoup plus que l'année précédente et j'espère que ça va continuer. Ouais, mais en revanche, il n'y a pas de comparaison du tout, monsieur l'ambassadeur, entre l'aide française à l'Ukraine et l'aide française à Haïti. Vous n'êtes pas le seul en tant que pays occidental. C'est pareil aussi pour les Américains. Les Américains, nous sommes à moins de 2 heures de leur pays. Mais parce que les situations ne sont pas les mêmes. Parce que la guerre en Ukraine n'est pas la même chose que le problème des gangs en Haïti. En Ukraine, comme je vous le disais, nous avons un pays qui a été attaqué par un autre pays qui est supérieur en capacité, supérieur en nombre, qui dispose des armements les plus sophistiqués, les plus lourds et qui n'hésite pas à s'en servir. Bon, ça c'est la situation en Ukraine vis-à-vis de la Russie. Ça veut dire si on était attaqué par un pays qui n'est pas trop ami de la France, des États-Unis, l'aide étrangère sera beaucoup plus significative. Non mais attendez, ici, en Haïti, il n'y a pas une agression par un voisin qui est supérieur en capacité ou en nombre et qui vous menace d'armements les plus sophistiqués. Nous sommes en présence de gangs qui sont composés d'Haïtiens. Donc ce sont des problèmes qui sont des problèmes haïtiens, extrêmement complexes d'ailleurs, parce que la naissance de ce dispositif, la naissance de cette situation, on pourra en discuter à l'infini. Je crois que nous n'avons pas aujourd'hui le temps pour en discuter. Nous nous concentrons sur les remèdes, sur le diagnostic et sur le remède, mais la situation objectivement n'est pas la même. J'entends effectivement sur les réseaux sociaux des gens me dire « Pourquoi vous ne nous donnez pas des chars d'assaut ou des hélicoptères de combat ?» Mais attendez, comment peut-on penser que des chars d'assaut ou des hélicoptères de combat permettront de venir à bout des gangs? Comment peut-on le penser? Comment peut-on penser sérieusement que la réponse est là? À supposer même que ce soit faisable et possible, à supposer qu'il y ait des pilotes d'hélicoptères de combat disponibles en Haïti, à supposer qu'il y ait une industrie de maintenance pour maintenir en état ces équipements. Mais même à supposer ça, de sa faisabilité, quelles seront les conséquences collatérales? Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la même question aussi pour l'Ukraine, monsieur l'ambassadeur? Absolument pas. On peut aussi se dire, qui vous dit que l'aide internationale, l'aide occidentale par exemple à la Russie, à l'Ukraine, pardon, va apporter les résultats escomptés? Elle les a déjà apportés.
Elle les a déjà apportés. Mais ça traîne en longueur jusqu'à présent, la guerre continue, monsieur l'ambassadeur. Bien sûr, la guerre continue. La guerre continue. Mais l'objectif de l'Occident n'était pas de défaire la Russie. L'objectif de l'Occident était d'empêcher que l'Ukraine soit envahie, de lui permettre à l'Ukraine de se défendre. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle fait toujours, héroïquement. Héroïquement. Donc, je reviens à mon raisonnement sur la comparaison entre les deux théâtres. Je crois qu'il faut... le problème auquel Haïti est confronté est un problème de maintien de l'ordre public. C'est un problème de récupération du monopole de la violence légitime par la police. La police haïtienne, l'État haïtien a perdu ce monopole. Il faut que l'État et la police le récupèrent. C'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça prendra du temps. Simplement, il n'y a pas d'autres options que de travailler avec la police, avec éventuellement les forces armées d'Haïti, mais en tout cas avec tout ce qui concerne le maintien de la sécurité publique en Haïti, pour faire en sorte que demain, ces forces de sécurité puissent l'emporter. Un dernier commentaire, Wendel, si vous permettez. Moi, je suis frappé d'une chose aussi, c'est que ceux qui nous critiquent, parce que nous donnons insuffisamment, ce sont aussi les mêmes qui refusent, souvent les mêmes qui refusent une force internationale. Il y aura un autre moyen d'obtenir des résultats rapides contre les gangs. C'est d'avoir une force internationale. Mais jusqu'à présent, ça fait longtemps déjà que le gouvernement haïtien se dit demandeur, monsieur l'ambassadeur. Oui, le gouvernement haïtien, bien seul, qui demande une force internationale. Moi, j'observe que beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de forces politiques haïtiennes sont opposées à cette force internationale. Même si les Haïtiens sont fatigués, même avec la terreur des gangs. Écoutez, moi, j'écoute ce que disent les représentants politiques haïtiens. Et les représentants politiques haïtiens, sauf à ce que vous me donniez un scoop, et vous me disiez que les choses ont changé, mais les représentants politiques haïtiens sont pratiquement, dans leur quasi-unanimité, opposés à cette force internationale. Pour des raisons que je peux comprendre. Mais simplement, à partir du moment où on fait ce constat que la force internationale ne requiert pas le consensus ou n'atteint pas le consensus haïtien pour pouvoir être déployé, à ce moment-là, moi, j'en tire la conclusion que je n'ai pas d'autre option que de coopérer avec la police nationale haïtienne pour que, de manière républicaine, elle puisse récupérer le monopole de la violence. Si Haïti obtient ce consensus, monsieur l'ambassadeur, est-ce que la France sera aux côtés des autres pays? Mais la France a annoncé déjà qu'elle soutiendrait. La France a dit de manière répétée qu'elle soutenait le principe d'une force internationale et que les modalités de sa participation se poseront le jour où cette force internationale seront fixées. Pour l'instant, nous ne savons pas quelles sont les modalités de cette force internationale. Mais il est évident que de la part des pays potentiellement candidats ou des pays qui pourraient potentiellement participer à cette force internationale, le fait que l'immense majorité de la classe politique haïtienne y soit opposée est un facteur bloquant. C'est la seule pierre d'achoppement selon vous? Non, ce n'est pas la seule pierre d'achoppement. Il y a d'autres pierres d'achoppement, il y a d'autres obstacles. La complexité de la situation ici. C'est aussi un motif d'interrogation. Les questions sur le mandat aussi, c'est une question qui n'est pas encore résolue. Le mandat de la force? Le mandat de la force. Que viendrait faire cette force? Est-ce qu'elle serait limitée? Aider à neutraliser les gangs? Oui, c'est un mandat qui est bien vague. Combien de temps? Quelle ampleur? Non, mais on le fera comme on l'avait fait par le passé, monsieur l'ambassadeur. Mais j'entends aussi beaucoup dire qu'il faut éviter les erreurs du passé. C'est ce que nous essayons de faire en tâtonnant. Et quelquefois nous nous trompons. Mais nous essayons de voir clair, et de nous appuyer surtout sur des éléments qui sont objectifs. Et c'était le sens de mon intervention aujourd'hui, c'était le sens de mon entretien aujourd'hui. Oui. Appuyons-nous sur des éléments objectifs, sur des chiffres, sur des données qui sont vérifiables et tirons-en les enseignements, disons, les raisonnables. Pourquoi, selon vous, le secrétaire général de l'ONU continue de demander le déploiement d'une force en Haïti? Pourquoi, selon vous? Je crois qu'il est le secrétaire général des Nations Unies et sa représentante ici, Mme Salvador, reflète je dirais pas le consensus, mais en tout cas reflète un accord largement partagé au sein de la communauté internationale qu'une force internationale, le déploiement d'une force internationale, selon des modalités à définir, permettrait de gagner du temps, permettrait d'avoir des résultats plus rapides contre les gangs qu'en le laissant cette responsabilité à la PNH. La PNH y arrivera, j'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute sur le fait que la PNH, une PNH qui demain sera mieux équipée, mieux formée, mieux dotée en ressources humaines, y arrivera. Simplement, nous partons de loin. Nous partons d'une situation où depuis des années, la tension budgétaire
l'attention humaine, l'attention en termes d'équipement n'a pas été portée par la PNH. Pour plein de raisons. Parce qu'il y avait la MINUSTAH, parce qu'il y avait d'autres acteurs, parce que peut-être aussi le problème du crime organisé en Haïti n'était peut-être pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Mais maintenant que nous avons fait le diagnostic inverse, il faut en tirer les conséquences en termes administratifs, en termes budgétaires, en termes opérationnels. Et c'est ce que nous essayons de faire. Merci y compris avec les 17 motos. Y compris avec les 17 motos. Oui, vous avez dit que ce n'est qu'un début, il y aura d'autres. Ce n'est qu'un début, il y aura d'autres annonces, nous allons les multiplier au cours de l'année et j'espère que nous convaincrons la plupart des sceptiques. Nous ne convaincrons jamais tous les sceptiques, bien évidemment. Et il y aura des critiques et c'est normal. C'est tout à fait normal et nous les acceptons. Donc la police... Mais c'est aussi normal pour moi de venir répondre. C'est ça, la police doit savoir qu'elle aura bientôt une quinzaine de véhicules. Je retiens cette information. Et il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses. Mais il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses. Qu'on ne peut pas dévoiler, qu'on ne peut pas dire en public. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que tout simplement c'est secret. Il y aura des drones, monsieur l'ambassadeur? Je ne peux pas vous dire parce que c'est secret. Toutes les choses. Merci beaucoup. Et je ne vais pas dire, et je ne vais pas donner des informations à des gangsters qui peut-être nous regardent. Oui, peut-être. Ils nous regardent, s'ils ont le temps. Et je crois qu'ils ont les moyens de communication. Il y a, monsieur l'ambassadeur, un auditeur qui souhaite que je vous pose cette question. À savoir, le problème des gangs en Haïti n'est pas seulement un problème haïtien. Il est aussi fondamentalement international car les armes de guerre viennent de l'Occident, dont États-Unis, la France, pour ne citer que cela. Vous avez une réaction par rapport à cette remarque d'un auditeur? Le trafic illégal d'armes à feu dans le monde, c'est un problème, c'est évident, et c'est un problème pour tout le monde, pas seulement pour Haïti. Il est malheureusement une plaie que nous combattons pour l'ensemble des pays de la région. Pas uniquement pour Haïti. Donc c'est aussi à l'ensemble des acteurs, y compris Haïti, de mettre en place les mesures pour en limiter l'impact. Mais en revanche, votre auditeur, là je conteste parfaitement ce que dit votre auditeur sur l'origine française du problème. Moi je me prononce que pour la France. Le commerce des armes est extrêmement réglementé en France et en dehors de France. Le principe c'est que les exportations d'armes est interdit hors de la France. Toute exportation d'armes doit être autorisée et acquérir une arme, a fortiori une arme de guerre en France, n'est possible que par des voies illégales. Et ça c'est quelque chose que chacun connaît et toute personne qui est allée en France peut le constater. Non, ce n'est pas un problème, le problème de trafic d'armes dans la Caraïbe n'est pas un problème français. En revanche, nous sommes bien conscients qu'il existe et nous essayons de le combattre sur le plan international pour faire en sorte que la prolifération de ces armes à feu effectivement ne vienne pas aggraver la situation en Haïti. J'observe qu'il y a aussi un autre problème dont on n'a pas parlé, c'est le problème des munitions, parce que pour faire fonctionner une arme, il faut des munitions, et les armes ont une durée de vie longue, les munitions, elles non, donc il faut des approvisionnements réguliers. Donc là, je crois qu'il y a eu aussi des efforts qui ont été faits. Donc là, on ne peut pas penser à la France en termes non plus, parce que c'est la même chose, c'est la même réglementation, mais en revanche, moi je voudrais souligner qu'il y a eu l'année dernière un certain nombre de saisies qui ont été effectuées, et je suis satisfait que la PNH ait pu faire des enquêtes approfondies et procéder à des arrestations à la suite de ces saisies, donc tout le monde, qui sont dans les mémoires de tous. La communauté internationale soutient des hommes politiques, des hommes d'affaires corrompus en Haïti. Les interdictions et le gel de leurs avoirs par cette même communauté internationale en dit long. Vous avez une réaction? C'est un peu contradictoire de dire que nous soutenons des gens dont nous avons gelé les avoirs, que nous sanctionnons. De deux choses l'une, soit nous les soutenons et nous ne les sanctionnons pas, soit nous les sanctionnons et alors à ce moment-là nous ne les soutenons pas. Donc il y a une petite contradiction dans la question. Là, c'est une question qui aborde la question des sanctions. Ça, c'est la question d'un auditeur. Oui, bien sûr. Moi, ma question à vous, dans le même sens, peut être formulée ainsi. Pourquoi jusqu'à présent, je n'entends pas une liste de personnes sanctionnées par la France? Eh bien, parce que tout simplement, nous n'avons pas la base juridique. Et nous n'avons pas la base juridique pour le faire parce que c'est une question qui est de compétence européenne. La résolution des Nations Unies qui a été adoptée l'année dernière pour sanctionner a été mise en œuvre
a été transposée dans le droit européen. Comme vous le savez, cette liste des Nations Unies est toujours vide, à l'exception d'un nom, qui est celui de Jimmy Cherizier, qui est listé dans cette liste, qui est désigné dans cette liste. Nous attendons de voir si les Nations Unies vont aboutir à une liste, et à ce moment-là, cette liste sera automatiquement transposée dans le droit européen, et les pays de l'Union européenne, et au nombre desquels la France, sanctionneront ces personnalités. Dans le cas où cela n'arriverait pas, pour des raisons variées, et notamment parce qu'il n'y a pas d'accord aux Nations Unies pour étendre cette liste Nations Unies à d'autres personnalités que Jimmy Cherizier, eh bien à ce moment-là, nous avons pris l'initiative récemment de prévoir un système de sanctions européen qui soit autonome et qui soit basé sur l'avis unique, autonome des pays de l'Union européenne. C'est un débat qui est en cours, mais vous pouvez rassurer votre auditeur, la France soutient la lutte contre l'impunité qui a été débutée par nos partenaires canadiens et nos partenaires américains. Simplement, la France, elle, se base sur ses propres éléments d'appréciation, et elle a besoin, pour agir, d'une base juridique qui lui est spécifique en absence pour l'instant de tout progrès au niveau des Nations Unies. Certains gens pensent que la France, tout comme les États-Unis, ne serait pas favorable à un déploiement effectif des forces armées d'Haïti. Si c'est le cas, si vous ne soutenez pas les forces armées d'Haïti, est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de difficulté de principe à ce que les forces armées d'Haïti soient reconstituées, si c'est le choix du peuple haïtien et du gouvernement haïtien. Nous n'avons aucune difficulté de principe. L'armée française occupe une place essentielle dans l'histoire de la France, et elle a été constitutive de l'identité française à certains moments clés de son histoire, et nous n'avons pas de problème majeur, nous n'avons pas de problème de principe à ce que les forces armées jouent un rôle dans la défense du territoire haïtien. Simplement, là où effectivement il y a peut-être une petite ambiguïté, c'est que lorsqu'on nous pose la question de la reconstitution des forces armées, ceux qui la posent ont parfois à l'esprit l'idée que les forces armées pourraient jouer un rôle en matière de sécurité intérieure. Et ça, effectivement, ça ne va pas de soi. Parce que le rôle d'une armée, en France, comme dans tous les pays démocratiques au monde, le rôle d'une armée, c'est de défendre le territoire du pays en question contre une agression extérieure. Ce n'est pas faire de la sécurité intérieure. Donc là, nous avons effectivement peut-être une matière à discussion. À quoi servira une armée haïtienne reconstituée? Si c'est pour se défendre contre une possible agression extérieure, y compris par exemple le trafic d'armes, qui est une agression extérieure. Haïti ne produit pas d'armes. Pour combattre le trafic des stupéfiants, Haïti ne produit pas de stupéfiants. Et pourtant, nous savons bien qu'Haïti est un pays de transit. Si c'est pour ça, il n'y a aucun problème. Mais s'il s'agit de faire de la sécurité intérieure... Le problème, c'est qu'on ne voit pas du tout la volonté chez les Français, alors que la volonté est manifeste vis-à-vis de la police nationale. Mais parce qu'il n'y a pas de demande haïtienne. Il n'y a pas de demande haïtienne. Là, nous avons une demande haïtienne qui est très spécifique sur les forces armées que nous sommes en train d'évaluer. Mais il n'y a pas de demande haïtienne, à ma connaissance, il n'y a pas de demande haïtienne de reconstitution des forces armées. Il n'y a pas de demande. Oui, mais celle que nous avons là est certes à l'état embryonnaire, mais elle existe quand même. Oui, bien sûr. Et personne, en tout cas la France, n'empêche absolument pas le gouvernement haïtien d'utiliser, et d'ailleurs je crois que ça a déjà été fait, à l'aéroport en particulier, n'empêche absolument pas le gouvernement haïtien, et d'ailleurs au nom de quoi nous objecterions? Au nom de quoi? Ça serait une ingérence absolument condamnable, et nous refusons absolument à exercer ce type d'action. Mais je vous dis quelle est notre réflexion politique sur le sujet. Notre réflexion politique sur le sujet, c'est qu'une armée, ça sert à se défendre contre une agression extérieure. C'est à partir du moment où on envisage de l'utiliser à d'autres fins, je crois qu'il faut avoir une discussion avec les partenaires internationaux qui sont sollicités pour l'aider, pour définir soigneusement, précisément, les raisons pour lesquelles on veut l'utiliser en matière de sécurité intérieure. C'est tout ce que je dis. Certains Haïtiens pensent que la Russie pourrait nous aider à éradiquer le banditisme, l'insécurité. Les Russes seraient prêts à nous donner beaucoup plus que l'Occident, que les Occidentaux.
Écoutez, je ne sais, moi je n'ai pas entendu d'officiels russes, je n'ai pas entendu d'organes de sécurité russes qui sont très occupés en ce moment, si je comprends bien, en Ukraine, à cet égard. Je ne les ai pas entendus. Peut-être que ça. Vous n'avez pas entendu parler des Wagner non plus? Peut-être que ça m'a échappé. Si, j'ai entendu beaucoup parler de Wagner. La France entend beaucoup parler de Wagner. Et la France a une opinion sur Wagner. C'est quoi l'opinion? C'est que c'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste. Et c'est parfaitement documenté. Wagner n'est pas seulement une société militaire privée. Il y a des sociétés militaires privées dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Et simplement, l'action de ces sociétés militaires privées, elle est régulée. Elle est régulée par des documents, par des conventions internationales. Le problème de Wagner, c'est que Wagner ne respecte aucune de ces chartes, aucun de ces documents. Que Wagner, lorsque Wagner est déployé sur un terrain, Wagner fait de l'impérialisme. Wagner saisit des actifs, saisit des mines, se paye sur la bête. Par ailleurs, Wagner est coupable, et ça c'est tout à fait documenté aussi, d'atrocités, de violations massives des droits de l'homme. Regardez comment Wagner se comporte sur le théâtre ukrainien où Wagner est engagé. Par ailleurs, nous avons des exemples, notamment en Afrique, encore récemment au Soudan, où l'ensemble de la communauté internationale a dû évacuer. Je tire mon chapeau d'ailleurs à mes collègues à Khartoum qui ont procédé à l'évacuation d'une grande partie de la communauté internationale, et pas seulement des Français. Wagner est engagé au Soudan. Et Wagner a pris parti au Soudan pour une des factions. Et Wagner a mis de l'huile sur le feu dans un pays qui est aujourd'hui dans un chaos indescriptible. Donc moi j'attire l'attention de ceux qui parlent de Wagner, de regarder un petit peu quels sont les exemples, quels sont les théâtres sur lesquels Wagner est engagé et de réfléchir à ce qu'il serait souhaitable. Est-ce que ce serait souhaitable de l'avoir à Haïti? Vous avez dit que Wagner est un groupe terroriste. Oui, absolument, c'est l'opinion de la police, c'est l'opinion française. Il y a eu un débat. Je vous invite. Sur mon compte Twitter, j'ai retweeté une intervention du ministre des Affaires étrangères le 9 mai à l'Assemblée nationale qui a été intégralement consacrée à Wagner, puisqu'il y avait le vote d'une résolution par l'Assemblée nationale française qualifiant Wagner de groupe terroriste. La ministre, et les gangs, monsieur l'ambassadeur? Nous ne sommes pas pour les gangs non plus. Vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra. Moi, je vous dis, je ne choisis ni l'un ni l'autre. Je ne choisis ni l'un ni l'autre. Moi, je choisis une réponse républicaine, respectueuse des droits des citoyens haïtiens, et je ne souhaite pas introduire, ou je déconseille formellement d'introduire un groupe qui n'a apporté là où il est intervenu que la mort et la désolation. Monsieur l'ambassadeur, et parlons des élections, nous sommes en mai, 19 mai. Est-ce que vous pensez, comme le veut le gouvernement, que les élections puissent se tenir avant la fin de cette année? Non, moi je ne veux pas parler de délai. Je ne parle pas de délai. Pourquoi je ne parle pas de délai? Parce que pour moi, les élections, le critère d'une élection, ce n'est pas le temps dans lequel elle va se dérouler, c'est surtout sa qualité. C'est de faire en sorte que les élections soient crédibles, qu'elles soient justes et qu'elles soient transparentes. Et qu'il y ait une masse critique de responsables politiques, de partis politiques haïtiens qui soient confortables et qui soutiennent ce processus électoral. Donc moi je préfère que nous prenions le temps, nous prenions le temps de faire les choses bien, de faire les choses mieux que dans le passé, et d'avoir un processus électoral qui soit crédible. En revanche, nous pensons, et nous avons toujours pensé, que la solution à la crise haïtienne passe par des élections. C'est absolument nécessaire. Et donc ces élections devront intervenir. Le plus tôt sera le mieux, mais je ne veux pas parler de délai. Et je crois qu'il ne faut pas se fixer de délai. Les choses vont à leur rythme. Est-ce qu'elles vont suffisamment rapidement pour moi? Non. Non, j'aimerais que les choses aillent plus vite, parce que je suis convaincu que la tenue d'élections crédibles sera, avec la lutte contre l'insécurité et avec la victoire contre les gangs, sera un élément majeur de règlement de la crise haïtienne qui a été ouverte, ou en tout cas qui s'est approfondie avec l'assassinat du président Moïse, mais c'est une crise qui vient de plus loin, comme nous le savons tous, et donc il faudra en passer par des élections. Voilà. En avril dernier, votre président, le président français, a rendu un hommage posthume à Toussaint Louverture. C'était quel message il voulait faire passer? Je crois que le message qu'il voulait faire passer, en allant en Fort-de-Joux et en prononçant cet éloge de Toussaint Louverture, c'était de rendre hommage à un grand haïtien.
et un héros. On a plutôt l'impression qu'il s'adressait à un général français. Toussaint Louverture a été un général français. Il a été général français. Oui, mais vous venez de dire un haïtien. Mais c'est aussi le précurseur, sur la formule consacrée, c'est aussi le précurseur de l'indépendance d'Haïti. Moi, je suis allé quelques semaines auparavant au musée du Panthéon National avec le Premier ministre et avec un certain nombre de mes collègues pour participer à l'hommage d'Haïti à Toussaint Louverture. Le même jour, il y avait au Panthéon à Paris un hommage qui avait été rendu également à Toussaint Louverture. Le président de la République, lui, a fait le choix extrêmement symbolique et à mon avis très bienvenu de se rendre au Fort de Joux, sur les lieux mêmes de la captivité et de la mort de Toussaint Louverture pour rendre cet hommage. Moi, je crois qu'il ne faut pas y voir, j'ai vu quelques critiques en disant il y a une récupération. Non, pas du tout, il n'y a pas une récupération. Il y a simplement un hommage qui a été donné à un homme qui a joué un rôle absolument clé dans le processus d'abolition de l'esclavage. Nous sommes à une année où il y a énormément de célébrations de cette abolition. La France a joué un rôle important, quoique ambigu, dans cette abolition, puisque c'est à la fois un régime français qui a, pour la première fois, aboli l'esclavage, et puis c'est un autre régime français qui l'a rétabli dans les colonies de l'époque, suscitant ainsi la révolte indigène à Saint-Domingue. Eh bien, je crois que c'est une manière de rendre compte, cet hommage, à la complexité de cette histoire, et dans un esprit qui n'est pas un esprit de discorde, pas un esprit d'appropriation, mais un esprit de concorde. Je dirais même pas de réconciliation parce qu'il n'y avait pas de fâcherie, mais un esprit de concorde et d'héritage commun. Je crois que c'est très important. Et pourquoi on ne parle jamais de Dessalines ? On parlera de Dessalines le moment venu. On parlera de Dessalines, mais il se trouve qu'il y avait un anniversaire pour célébrer Toussaint Louverture. C'est le 220e anniversaire de sa mort, et donc il y a toute une série de célébrations. Nous verrons le moment venu s'il y a une célébration pour Dessalines. Mais Dessalines est une figure politique qui est, je dirais, plus spécifiquement haïtienne. Qui est le héros de l'indépendance haïtienne et qui est célébré comme tel en Haïti. Donc je ne sais pas s'il y aura des célébrations en France à cet égard, nous verrons bien, mais je crois que là, le message du président de la République était très clair, célébrer un héros, des Lumières, je crois que c'est l'expression qu'il a choisie, des Lumières qui sont nées en France, avec la Déclaration des droits de l'homme, mais qui étaient incomplètement remplies à cause de la persistance de l'esclavage dans les colonies. Donc c'est une manière de raconter une histoire, et c'est aussi une manière, je crois, de raconter une histoire qui est insuffisamment connue en France. Donc il y avait aussi un acte pédagogique de la part du président de la République de rappeler la composante, disons, coloniale de cette histoire révolutionnaire française. Et pour terminer, monsieur l'ambassadeur, comment vous comprenez la réalité politique actuelle ? C'est une question bien vague, Je sais. Comment voulez, que voulez-vous me faire dire ? Qu'est-ce que je veux faire dire ? Votre compréhension, justement. Non, mais je crois que ma compréhension de la situation, c'est que nous essayons. Ceux qui me font l'honneur de m'écouter de temps en temps ne vont pas être surpris par ce que je vais dire, donc je vais le répéter, mais je vais le répéter quand même parce que je crois que fondamentalement c'est vrai. Je crois que nous sommes dans une situation où nous essayons, où tout le monde a sa place, et la communauté internationale, en tout cas les représentants de la communauté internationale ici, le font à leur place, qui est une place de dialogue, de conseil, de reconstitution d'une méfiance collective, d'une confiance collective. Parce que le problème, c'est la méfiance. C'est la méfiance structurelle au sein d'une classe politique qui craint l'engagement, qui craint de passer à une étape où, en définitive, celui qui tranchera, c'est le peuple haïtien. Non pas que la classe politique se méfie du peuple, mais la classe politique se méfie de son collègue, de son partenaire, de son adversaire, dont on soupçonne qu'il pourra arriver à ses fins sans passer nécessairement par la voie d'une élection libre, confiante et transparente. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de reconstituer une confiance minimale, un plus petit dénominateur commun si vous voulez, pour aller vers
un champ de jeu, un terrain de jeu qui soit équitable pour tous. Équitable pour tous et sur lequel tout le monde appliquera les mêmes règles. Les mêmes règles. Voilà ce que nous essayons de faire. Et voilà ma compréhension de la situation politique. Et des politiciens haïtiens? Les politiciens haïtiens, chacun a son opinion. Et moi, je les respecte toutes. Je les respecte toutes et je les écoute toutes. Je n'ai aucune exclusive. Il n'y a pas personne n'est interdit à l'ambassade de France. Quand je dis personne, je dis bien personne. Vous êtes prêt à supporter, en fait, votre pays est prêt à accompagner certains politiciens? Non, nous n'accompagnons pas certains politiciens. Nous n'accompagnons personne. La classe politique en général. Nous essayons de travailler avec tout le monde pour rétablir un niveau de confiance qui permettra de construire une issue démocratique à la situation actuelle. Mais moi, je ne privilégie personne, je ne suis l'ami de personne, je ne suis... Tout comme l'ennemi de quiconque. Et je ne suis l'ennemi de quiconque. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, pour terminer, l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, à votre avis, elle avance bien ou elle piétine? Je ne peux pas vous donner, je ne peux pas apporter d'appréciation qualitative sur cette enquête. Je n'ai pas les éléments pour former un jugement. Moi, je souhaite que la vérité soit connue et que les assassins du président soient jugés et châtiés. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. C'était un plaisir de vous avoir. Je sais que vous devez partir bientôt. Je pars en congé dans quelques jours, oui, absolument, pour une courte période. Il faut en profiter. Mais vous savez, c'est toujours avec des sentiments mêlés que je quitte ce pays. Et je suis toujours ravi de revenir. Très bien. Alors, quand vous arriverez à la fin de votre mission, je vous demanderai avec quel souvenir vous laisserez Haïti. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Je suis encore là pour quelques mois, pour le plaisir de certains, peut-être pour le déplaisir d'autres.